Après notre réunion de famille, j'ai vérifié mon compte, il était vide. Mon père a haussé les épaules, on en avait besoin. Bonjour. Je m'appelle Lorraine. Après notre réunion de famille, je suis rentré chez moi, j'ai ouvert mon application bancaire, et tout avait disparu. Pas volé par des inconnus, mon propre père l'avait pris. Quand je l'ai confronté, il a juste haussé les épaules et a dit « Nous en avions besoin ». Mais ce n'était pas le pire. Il s'est avéré que ce n'était pas une erreur ponctuelle, c'était des années de manipulation silencieuse, de fausses urgences, des prêts à mon nom, et même apprendre à ma nièce à mentir. Et pendant très longtemps, je suis resté silencieuse parce que c'était ma famille. Mais maintenant je me demande, combien de fois ai-je confondu l'amour avec la loyauté? L'odeur de charbon de bois et de travers de porc trop cuit s'accrochait encore à ma chemise alors que je sortais de la maison de mes parents pour entrer dans la chaleur épaisse de Boise. C'était ce genre de réunion de famille, le genre où tout le monde vous serre trop fort dans ses bras, pose trop de questions, et donne trop peu. Ma mère avait passé l'après-midi à se déplacer avec son verre de vin emblématique comme si c'était un trophée, prétendant que tout le monde s'aimait. Mon père, Ricky, était principalement assis devant la télévision en sourdine, grognant de temps en temps son opinion sur la politique ou le prix de l'essence. Et Darlene? Elle était en grande forme. Tu gagnes probablement un salaire à 6 chiffres maintenant, n'est-ce pas? Lança-t-elle entre deux bouchées de salade de pommes de terre. Mon Dieu, ça doit être agréable. J'en ai ri, parce que c'est ce que je fais toujours, c'est ce qui maintient la paix. Mais quelque chose dans sa façon de le dire sec, fort, comme si elle voulait que tout le jardin l'entende mais restait dans la poitrine comme une écharde. Au moment où je suis arrivé à ma voiture, je sentais un mal de tête monter juste derrière mes yeux. Mon père m'a fait un vague signe de la main et a dit, « Conduis prudemment, Lorraine. N'oublie pas que tu es la chanceuse de cette famille. » Je n'ai pas répondu. J'ai juste esquissé un sourire crispé et j'ai démarré le moteur. Sur le chemin du retour, le ciel brillait encore des dernières lueurs du coucher de soleil, mais la chaleur n'avait pas diminué. La climatisation était comme une bénédiction, mais mon esprit ne voulait pas s'arrêter. J'entendais sans cesse sa voix, « Tu es la chanceuse. » Comme si la chance avait quelque chose à voir avec le fait que j'étais la seule à ne pas avoir emprunté d'argent, ruiné son crédit, ou être retourné vivre chez nos parents après 40 ans. Je suis rentré juste après 20h30, j'ai enlevé mes chaussures, jeté mon sac à main sur le comptoir de la cuisine, et j'ai instinctivement ouvert mon ordinateur portable. Vérifier le solde de mon compte était devenu une seconde nature, un mélange d'anxiété et d'habitude après une vie passée à être la personne responsable. Je n'étais pas préparé à ce que j'ai vu. L'écran s'est chargé. Mon compte courant affichait $87.16. J'ai cligné des yeux, j'ai actualisé la page même chiffre. Hier, j'avais un peu plus de $14 000 dessus. J'avais transféré une prime de mon travail. Je me souviens avoir vérifié 2 fois le dépôt. J'ai actualisé la page à nouveau. Toujours $87.16. Mes mains ont commencé à trembler. J'ai ouvert l'historique des transactions. 3 gros virements avaient été effectués depuis vendredi, chacun de plusieurs milliers, et tous provenant d'une adresse IP familière, celle du Wi-Fi de mes parents, le même auquel je m'étais connecté pendant la réunion. Un frisson m'a parcouru l'échine. Mes doigts planaient au-dessus du trackpad comme s'ils pouvaient inverser la situation en faisant une pause, comme si fixer l'écran assez longtemps pouvait faire revenir l'argent. Ma respiration est devenue courte. J'ai murmuré pour moi-même, non, pas possible. Il n'aurait pas fait ça. Pas papa. Mais au fond de moi, quelque chose s'est fissuré, comme un rideau qui se levait enfin. Les signes avaient toujours été là. Une semaine avant la réunion, Darlene avait appelé, la voix tremblante et larmoyante. Laurie, je déteste demander, mais les filles ont besoin de fournitures pour l'école. Je suis à sec. Juste 300, s'il te plaît. Je lui ai viré l'argent dans les 10 minutes. 2 jours plus tard, elle a posté un selfie sur Instagram, les ongles fraîchement faits, tenant un mimosa. Dimanche bien-être. Un autre post montrait un brunch qui aurait pu nourrir une famille de 5 personnes. La légende disait, « Fais-toi plaisir ». Je me souviens avoir fixé mon téléphone, un nœud se formant dans mon estomac, mais je n'ai rien dit. Je me suis dit, peut-être que quelqu'un d'autre a payé. Peut-être qu'elle méritait une pause. Mais maintenant les pièces se réagençaient. J'étais assise à ma table de salle à manger, fixant l'écran. Mon appartement était silencieux,
à l'exception du doux bourdonnement du réfrigérateur et du sang qui battait à mes oreilles. Je n'avais même pas enlevé ma veste. J'ai parcouru de vieux dossiers mentaux, des souvenirs que j'avais enfouis sous la politesse, la fois où j'ai payé son loyer, juste pour un mois, la fois où la batterie de papa est tombée en panne et où j'ai donné $200 sans ciller, la fois où maman a dit « Tu as toujours été doué avec l'argent. » Tout le monde n'est pas comme ça. Personne ne demandait. Il supposait simplement que j'aiderais, que je devrais aider, que j'existais pour aider. Et soudain, ces $87.16 signifiaient quelque chose de plus que de l'argent manquant. Cela signifiait qu'ils ne me voyaient jamais, pas vraiment. J'ai chuchoté à voix haute, ils n'ont même pas demandé. J'ai de nouveau fixé le solde. Personne n'avait appelé pour me prévenir. Personne n'avait dit « Eh, on est dans le pétrin ». Personne n'a même prétendu que c'était une décision partagée. Juste 3 clics pour vider mon compte, et la vie que je m'étais tranquillement construite s'est vidée de moi. Je me suis levé lentement, j'ai repris mon manteau, mon corps a bougé avant mon cerveau. Je n'ai pas appelé. Je n'ai pas envoyé de message. J'ai juste pris mes clés et je suis sorti. J'y retournais ce soir. Le trajet de retour vers la maison de mes parents était court, un peu moins de 20 minutes, mais il a semblé plus long sous le poids de tout ce que je ne pouvais pas encore expliquer. Les lampadaires vacillaient au-dessus de moi alors que je tournais dans leur quartier tranquille. Je suis passé devant les mêmes clôtures blanches, les mêmes étayers, et j'ai réalisé combien de fois j'avais fait ce même trajet, anniversaire, vacances, urgences qui n'étaient pas les miennes. Cette fois, c'était moi qui avais besoin de réponses. La lumière du Porsche était encore allumée quand je me suis garé dans l'allée. La fenêtre de leur salon brillait d'une douce lueur bleutée. Papa, probablement en train de regarder les nouvelles avec le volume trop bas pour entendre quoi que ce soit. J'ai sonné une fois. Pamela a ouvert la porte, son verre de vin toujours à la main. Ses sourcils se sont haussés, mais son ton était léger. Eh bien, c'était rapide. Tu as oublié quelque chose, ma chérie? Non, dis-je en entrant. Nous devons parler. Maintenant. La maison sentait les restes chauds et l'adoucissant. Familier, désarmant. C'était leur astuce, faire en sorte que tout paraisse normal à l'extérieur pour que vous vous sentiez folle de savoir que ce n'est pas le cas. Ricky a à peine tourné la tête depuis le canapé. Darlene était allongée sur le fauteuil, faisant défiler son téléphone comme si c'était un dimanche soir comme les autres. Je ne me suis pas assise. Je suis resté au milieu de la pièce et je l'ai dit. Mon compte en banque est vide. Disparu. Tout. Ricky n'a pas scié. Darlene n'a pas fait de pause. Pamela a froncé les sourcils, a penché la tête. Oh, Lorraine, ne sois pas si dramatique. Je l'ai regardée fixement. Je ne suis pas dramatique. Je me fais voler. Cela a attiré l'attention de Ricky. Il a pris une gorgée de sa bière et m'a finalement regardé. Nous en avions besoin. J'ai cligné des yeux. Darlene a soupiré comme si je venais de la déranger. Tu vas sérieusement faire une crise pour de l'argent? Tu n'as pas de prêt immobilier, pas d'enfant, personne qui dépend de toi. Pamela est intervenue doucement, ils avaient des difficultés, ma chérie. Parfois, des choses arrivent. Nous ne voulions pas demander. Vous n'avez pas demandé, ai-je lancé. Vous avez juste pris. Ricky a haussé les épaules comme si cela avait du sens. Tu as toujours aidé avant. Qu'est-ce qui est différent maintenant? Je ne savais pas si je devais rire ou crier. J'ai aidé parce que j'ai choisi de le faire, pas parce que vous m'avez volé. Tu exagères complètement, a dit Darlene, posant enfin son téléphone. Ce n'est pas comme si on s'était enfui à Las Vegas. On a payé des factures, les courses, le loyer. Tu sais, la survie. Pamela s'est assise sur le bord du fauteuil inclinable, a soupiré comme si je l'avais accusée de quelque chose d'impensable. Ce n'est que de l'argent, Lorraine. Non, dis-je à voix basse. C'est la confiance. Et vous l'avez brisée. La pièce est devenue silencieuse pendant un instant de trop. Puis Ricky a dit, tu n'as pas dit qu'on ne pouvait pas. Je l'ai regardé, clignant des yeux avec force. Parce que je ne savais pas que je devais le faire. Darlene a levé les yeux au ciel. Peut-être que la prochaine fois, ne laisse pas tes informations de connexion ouvertes sur l'ordinateur familial. Je veux dire, c'est un peu de ta faute. Voilà. Cette cruauté désinvolte, ce sentiment que tout leur est dû, déguisé en logique.
J'ai regardé autour de moi dans la pièce. Personne n'avait l'air honteux. Personne ne s'est excusé. Ils avaient juste l'air agacés, comme si je rendais les choses inconfortables en osant me soucier du fait qu'ils avaient vidé mes économies. Ils avaient pris l'argent, maintenant ils voulaient aussi s'approprier le récit. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas pleuré. Au lieu de cela, je me suis retourné, j'ai attrapé mon sac à main et je me suis dirigé vers la porte. Ricky a appelé derrière moi, alors c'est tout? Tu t'en vas comme ça? Je n'ai même pas jeté un regard en arrière. Ce n'est pas un malentendu, dis-je. C'est du vol. Et aucun d'eux n'a essayé de m'arrêter. Je suis sorti dans l'air nocturne, le silence plus bruyant que n'importe quelle dispute. En marchant vers ma voiture, la question tournait en boucle dans ma tête comme une chanson que je ne pouvais pas éteindre. Depuis combien de temps me voient-ils comme leur plan de secours? Le temps que j'arrive à la maison, la ville s'était déjà calmée. Boise après la tombée de la nuit était toujours étrangement immobile, comme si elle essayait de garder ses secrets. Je me suis garé à ma place habituelle, je suis entré dans l'immeuble et j'ai pris l'ascenseur en silence. Il était près de 23 heures quand je suis entré dans mon appartement et que j'ai verrouillé la porte derrière moi. Je n'ai même pas allumé les lumières. J'ai laissé tomber mon sac sur le comptoir, j'ai enlevé mes chaussures et je suis resté debout au milieu de ma cuisine, le regard vide. Je n'étais pas fatigué. Je n'étais même pas en colère, pas encore. J'avais juste besoin de silence, et il m'en a donné trop. Après quelques minutes, j'ai ouvert mon ordinateur portable, sans vraiment savoir pourquoi, en partie par instinct, en partie par compulsion. L'écran s'est allumé, toujours ouvert sur mon tableau de bord bancaire. 87,16 $. Ça n'avait pas changé. Bien sûr que non. J'ai réduit l'onglet et ouvert mes courriels. Recherche, confirmation de paiement. Une centaine de résultats ont inondé ma boîte de réception, paiement de loyer, virement Zelle, commande Amazon que je n'avais jamais faite, vol que je n'avais jamais pris. J'ai commencé à faire défiler, et plus je descendais, plus un schéma commençait à émerger. Et puis je l'ai trouvé. Il y a 2 ans, un avis de recouvrement d'une société de cartes de crédit que je ne connaissais pas. J'avais supposé que c'était du courrier indésirable à l'époque et je l'avais jeté, mais ce soir, j'ai cliqué sur les détails. La carte avait été ouverte à mon nom, à mon adresse, mais les achats ne correspondaient pas à ma vie, des bougies de luxe, des services de streaming que je n'utilisais jamais, une livraison d'épicerie d'un code postal de l'autre côté de la ville, et l'une des premières dépenses, un nouvel iPad, expédié à l'appartement de Darlene. Je me souviens avoir appelé la société, essayant de contester le compte. Le représentant m'a demandé si j'avais autorisé la demande. Non, avais-je dit. Je n'ai jamais demandé cette carte. L'enquête a retracé l'adresse IP de la demande jusqu'à une seule adresse, la maison de mes parents. La même IP qui a vidé mon compte courant le week-end dernier. J'ai confronté Darlene. Elle n'a même pas nié. C'était temporaire, avait-elle dit en sirotant un café glacé comme si c'était un mardi ordinaire. Tu n'utilisais même pas ton crédit. J'ai pensé que ça ne ferait de mal à personne. J'ai payé le solde pour le fermer. Puis je l'ai enterré, comme toujours. À l'époque, je me suis dit que c'était un coup de malchance, une mauvaise décision. La famille fait parfois des choses stupides. Mais maintenant? Maintenant, je n'en étais plus si sûr. Je me suis assise lentement, j'ai remonté mon sweat à capuche sur mes genoux et j'ai cliqué sur mon dossier de photos intitulé « Famille », faisant défiler les anniversaires, les vacances, les selfies flous au fil des ans. Je me suis souvenu du deuxième coup. Il y a 6 mois, un appel téléphonique à minuit, Darlene en sanglots. Laurie, c'est Addison. Elle est vraiment malade. Une pneumonie. Je n'ai pas assez pour couvrir le ticket modérateur des urgences, s'il te plaît. J'avais envoyé $600 cette nuit-là, sans hésiter. 3 jours plus tard, Addison a posté un TikTok depuis le lac Tahoe, dansant dans un peignoir d'hôtel, tournant en rond avec sa cousine au bord de la piscine. J'ai appelé Darlene et demandé, « Attends, était-elle seulement malade ?» Sa réponse s'est gravée dans mon cerveau. « Oh mon Dieu, tu es toujours si méfiante. On avait juste besoin d'une pause. Désolé de ne pas avoir eu ton approbation, mademoiselle Fisk. » Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas exigé le remboursement. Je suis juste restée silencieuse à nouveau. Je ne sais pas ce qui était pire, qu'elle ait menti ou que je l'ai cru si facilement. J'ai regardé autour de moi dans mon appartement.
L'endroit semblait plus petit maintenant, comme si les murs se refermaient avec chaque souvenir que j'avais essayé d'oublier. J'ai ouvert une feuille de calcul vierge. Catégorie, loyer payé pour les autres. Montant, $800. Catégorie, batterie de voiture de Darlene. Montant, $250. Catégorie, fourniture scolaire d'urgence. Montant, $300. J'ai continué à taper, facture de téléphone portable, fête d'anniversaire surprise, carte cadeau, facture de vétérinaire qui n'étaient pas les miennes. J'ai regardé le total. Je n'étais plus en colère. J'étais lucide. Il ne s'était jamais agi d'un seul moment. Il ne s'était jamais agi d'une seule trahison. C'était un système, une note silencieuse et manipulatrice que personne ne pensait que je remettrais un jour en question. J'ai cliqué sur « Enregistrer sous » et j'ai tapé le nom du fichier « Dette familiale, ne pas ignorer ». Je me suis assise, sentant le poids se déplacer dans ma poitrine. Ce n'était pas seulement de l'argent. C'était du respect. Et ils avaient pris ça aussi. 2 jours passèrent. Je n'ai pas eu de nouvelles d'eux. Pas un seul message, pas un message vocal. Pas d'excuses, pas de défense. Le silence semblait tactique, comme s'ils attendaient que je me calme et que je prétende que rien ne s'était passé. Mais je n'étais pas la même femme qu'ils pensaient pouvoir user. C'est jeudi que j'ai imprimé toutes les preuves, relevés bancaires, alerte de crédit, rapport d'identité. J'ai glissé la pile dans un dossier noir propre, puis je l'ai posé sur ma table de cuisine à côté de mes clés. Je l'ai fixé pendant 1 minute entière. Il semblait plus lourd qu'il ne l'était, comme s'il portait chaque service que je n'avais jamais accepté, chaque dollar que je n'avais jamais offert, chaque fois qu'il m'avait prise pour un paillasson. À 18h45 ce soir-là, je me garais de l'autre côté de la rue de la maison de mes parents. Je ne me suis pas garé dans l'allée comme d'habitude. Je n'étais pas là pour dîner. Je n'étais pas là pour des sourires. J'étais là pour la vérité. Je suis sorti, le dossier sous le bras. L'herbe était encore humide des arroseurs de l'après-midi. Une brise a fait teinter les carillons éoliens suspendus près de leur porche. J'ai sonné une fois. Pamela a répondu, le visage crispé et incertain. « Tu n'as pas dit que tu venais » a-t-elle murmuré. « Je ne suis pas ici pour manger. » Elle s'est écartée sans rien demander de plus. Ricky était assis sur le canapé, incliné, un soda à la main. ESPN passait à bas volume. Darlene était dans le fauteuil d'angle, les jambes repliées sous elle, faisant défiler son téléphone comme toujours. Je n'ai pas pris la peine de saluer. J'ai laissé tomber le dossier sur la table basse. Le bruit qu'il a fait en heurtant la surface a fait sursauter Ricky. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a-t-il demandé. « La preuve, dis-je, est la dernière fois que j'expliquerai quoi que ce soit. » Il a gloussé, plus d'agacement que d'humour. « Tu es toujours sur cette histoire de compte ?» « Non, ai-je répondu calmement. Maintenant, il s'agit de tous. J'ai ouvert le dossier et j'en ai sorti la première page. Tu te souviens de ça? Tu as co-signé un prêt personnel il y a 18 mois en utilisant mon nom. Je n'ai pas signé ça. Ricky a cligné des yeux. Tu avais laissé ton numéro de sécurité sociale sur ce formulaire d'impôt. J'en avais besoin rapidement. Alors tu as commis une fraude et utilisé mon identité sans demander? Il n'a pas répondu. Pamela se tenait dans l'encadrement de la porte, les bras croisés fermement. Ses yeux disaient tout, elle avait su. Nous t'avons aidé, a dit Ricky. Nous avons mis de la nourriture dans ton assiette quand tu étais à l'école, payé tes livres. Tu penses que tout ça a été gratuit. Je vous ai remboursé 10 fois, ai-je lancé. Avec mon silence. Avec le loyer quand vous étiez à court. Avec des cadeaux que vous n'avez jamais mérités. Vous m'avez utilisé parce que je ne me suis pas défendu. Darlene a enfin levé les yeux. Oh, s'il te plaît. Ce numéro de victime est épuisant. Tu agis comme si on t'avait volé ton âme. Non, dis-je, la voix tranchante. Vous avez volé quelque chose de bien plus pratique, mon nom, mon avenir, ma tranquillité d'esprit. Ricky m'a fait signe de la main de laisser tomber. Ne fais pas comme si tu étais une sainte. On fait tout ce qu'il faut pour la famille. J'ai brandi un autre document, une vérification de cosignature. Je vous donne 48 heures pour régler ça avec la banque. Retirez mon nom. Assumez. Ou je le signale. Tu ne ferais pas ça, a chuchoté Pamela.
J'ai rencontré son regard. Tu veux parier là-dessus? Darlene s'est levée, la bouche tordue. Tu es froide, sans cœur même. Qu'est-il arrivé au fait de veiller les uns sur les autres? Ce qui est arrivé, dis-je en me dirigeant vers la porte, c'est que vous pensiez que veiller les uns sur les autres signifiait que je n'avais jamais le droit de veiller sur moi-même. J'ai attrapé le dossier, je l'ai de nouveau glissé sous mon bras. Ricky a essayé une dernière fois. Et maintenant? Tu vas poursuivre ta propre famille en justice? Si vous utilisez encore mon nom, dis-je platement, j'utiliserai les vôtres. Au tribunal. Sur papier. Officiellement. Personne n'a parlé alors que j'ouvrais la porte d'entrée. Je n'ai pas regardé en arrière. Vous pensez que la culpabilité va me faire taire, dis-je, assez fort pour résonner dans le couloir. Essayez pour voir. Puis je suis parti, la porte claquant derrière moi non pas de rage, mais de résolution. La semaine avait été calme, trop calme. Pas de courriel, pas de messages vocaux, pas de coups à la porte. Je pensais que peut-être, juste peut-être, il laissait tomber. Mais samedi soir, à 20h03 précise, un message de Pamela a illuminé mon téléphone, déjeuner à 13h demain. Juste nous. Parlons en famille. Juste nous, avait toujours été le code pour « mettons ça sous le tapis sans que des étrangers regardent ». J'aurais dû l'ignorer, mais une partie de moi avait besoin d'entendre quelle serait leur prochaine excuse. Alors j'ai chargé mon ordinateur portable, imprimé 3 documents et les ai placés dans une enveloppe Kraft. Pas comme des preuves, plus maintenant. Comme une conclusion. Dimanche était chaud, trop chaud pour que quelque chose de grave se produise, et pourtant j'étais là, montant les marches du Porsche de mes parents à 12h59, l'enveloppe à la main, mon carnet de patience complètement vide. La porte d'entrée a grincé avant que je puisse frapper. Pamela était là dans son tablier, les cheveux bouclés comme si c'était le brunch de Pâques. « Tu es venu, dit-elle, son sourire crispé. « Oui. » La table de la salle à manger était déjà mise. 4 places. Je suppose que « juste nous » signifiait eux plus moi, encore. Ricky a levé les yeux de sa chaise et m'a fait un petit signe de tête, comme si nous nous rencontrions pour une réunion de conseil d'administration au lieu d'un règlement de compte. Darlene n'a rien dit, sirotant simplement un verre de thé glacé, tapotant ses ongles en acrylique contre le pied du verre. Je ne me suis pas assise. Nous pensions que ce serait une chance de repartir à zéro, a commencé Pamela, plaçant un plat de petits pains au centre de la table, de crever l'abcès. Le crever, ou le déformer, ai-je demandé. Ricky s'est adossé à sa chaise, les bras croisés. Écoute, aucun de nous n'a géré les choses parfaitement, mais faire traîner ça, ça fait juste du mal à tout le monde, surtout à toi. Me faire du mal, dis-je. Vous avez vidé mon compte et usurpé mon identité, mais c'est moi qui empire les choses. Nous essayons d'aller de l'avant, a ajouté Pamela, comme s'il s'agissait d'un désaccord familial sur un gratin brûlé et non d'une fraude financière. Darlene a finalement parlé. On ne veut pas se battre, Lorraine. Ce qui est fait. Ne laissons pas l'argent nous séparer. C'était leur version de la paix, pas d'excuses, pas de prise de responsabilité, juste une pression pour faire semblant. Je me suis assise lentement, plaçant l'enveloppe sur mon assiette comme si elle faisait partie du couvert. C'est drôle que tu dises ça, dis-je, parce que j'ai croisé tante Debbie hier à l'épicerie. Elle m'a demandé si j'étais toujours aussi généreuse. Le sourire de Pamela s'est fissuré pendant une demi-seconde. Elle a dit, ai-je continué, que tu lui avais raconté que j'avais proposé de couvrir les factures de Darlene, que j'étais juste moi-même, avec mon grand cœur habituel. Pamela n'a pas répondu. J'ai sorti l'imprimé et je l'ai fait glisser sur la table. Une capture d'écran. Un fil de discussion de son téléphone, qu'elle n'avait pas supprimé du cloud. Son message à tante Debbie, daté de 2 jours après que je les ai confrontés, elle réagit de manière excessive. Elle avait proposé d'aider. Ce n'est pas comme si on l'avait pris sans qu'elle le sache. Le silence est tombé comme un rideau. Je les ai tous regardés. Soyons clairs, dis-je. Je n'ai rien proposé. Vous m'avez volé, et maintenant vous mentez à d'autres personnes à ce sujet pour protéger votre image. Darlene a ricané. Tu montes ça en épingle. Je me suis tourné vers elle. Non. Tu es juste devenu trop à l'aise en pensant que je ne dirai jamais rien. Je me suis levé. C'est votre dernière chance. Après aujourd'hui, je rends l'affaire publique. Je passe par la voie légale.
Je vais là où je dois aller pour que ça ne se reproduise plus. Ni à moi, ni à personne d'autre. J'ai sorti une enveloppe scellée de mon sac et je l'ai posée sur la table, le nom de mon avocat imprimé nettement dans le coin de l'expéditeur. Une lettre de mise en demeure, dis-je. Avec effet immédiat. La main de Pamela a plané au-dessus, mais elle n'y a pas touché. Ricky s'est penché en avant comme s'il allait parler, puis s'est ravisé. Je me suis reculé de la table. Plus de conversation en coulisses. Plus d'histoire à la famille. Plus de culpabilisation. Personne ne m'a arrêté. J'ai laissé le rôti intact, le thé non bu, la table pleine de gens qui n'avaient plus de mensonges derrière lesquels se cacher. Je ne me suis même pas retourné quand la porte s'est refermée derrière moi. J'ai juste continué à descendre les marches du perron, sur l'allée, et à retourner dans ma voiture. Je suis resté assise là pendant un moment, regardant à travers le pare-brise, mes mains immobiles sur le volant. Non pas parce que j'étais incertaine de ce que j'avais fait car je ne l'étais pas, mais parce que le silence qui a suivi faisait plus mal que ce à quoi je m'attendais. Le moteur cliquetait doucement en refroidissant, un silence moqueur. Ils ne m'ont pas poursuivi. Ils n'ont pas crié. Ils ne se sont pas excusés. Ils sont juste restés là, stupéfaits, comme si j'avais fait quelque chose de cruel. Je suis rentré chez moi, j'ai pris une douche et j'ai laissé le reste de la soirée passer sans allumer la télé ni vérifier mon téléphone. L'odeur de rôti s'accrochait encore à mes vêtements comme un faux réconfort. J'ai tout jeté dans le panier à linge, j'ai verrouillé la porte de l'appartement derrière moi, et pour une fois, je n'ai pas rêvé du tout. Le lendemain matin, j'ai fait du café et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Rien de leur part. Pas d'appel manqué. Juste un goût amer persistant dans ma bouche et le son de mes courriels qui s'actualisaient. J'ai essayé de continuer ma journée, vraiment. J'ai nettoyé mon bureau, organisé des dossiers, j'ai même arrosé les plantes grasses que j'oubliais habituellement. Mais l'immobilité était bruyante et lourde. En fin d'après-midi, j'ai accepté de garder Addison, la fille de Darlene, pendant quelques heures pendant qu'elle rencontrait quelqu'un de sa nouvelle agence pour l'emploi. Addison a été déposée avec son câlin habituel et sa tablette à la main. Elle est toute à toi, a gazouillé Darlene depuis le couloir. Merci, Serette. Serette. Le mot résonnait différemment maintenant. Pendant qu'Addison coloriait tranquillement à ma table de cuisine, je me suis assise à côté d'elle pour vérifier la météo sur sa tablette. Juste un instant. L'écran était déjà déverrouillé. Une fenêtre de messagerie clignotait en arrière-plan, des notifications s'empilaient dans le coin. Je n'aurais pas dû regarder, mais je l'ai fait. Le nom du groupe de discussion était « Le Noyau Carvé ». Il y avait tous les noms auxquels on pouvait s'attendre, Darlene, Pamela, Ricky, même un cousin ou deux. Au début, c'était des blagues de famille, des mèmes, des photos de bébés. Puis un fil de discussion a attiré mon attention. Darlene, elle a sérieusement pété les plombs. Jean, paranoïaque à un niveau de folie. Pamela, elle a toujours été sensible. C'est juste elle qui fait encore son drame. Ricky, la fille trouve un bon boulot et se prend pour la reine de l'Idaho. On n'aurait jamais dû la laisser aller à l'université. Et puis, des émojis rieurs de la part de tous. Je suis resté figé, faisant défiler. Les messages remontaient à des semaines de moquerie pendant que je me brisais de l'intérieur, essayant de comprendre ce que j'avais fait de mal. Des captures d'écran. Je les ai toutes prises. Silencieusement, délibérément. Mes doigts ne tremblaient même pas. J'ai verrouillé la tablette et l'ai rendue à Addison, qui a souri comme si rien au monde n'allait de travers. Ils ne sont pas qui tu penses qu'ils sont, me suis-je chuchoté. Ce soir-là, j'ai pris un rendez-vous. Le lendemain matin, j'étais assise en face de mon avocat dans son bureau du centre-ville. Ses lunettes reposaient sur le bout de son nez alors qu'il lisait les documents que je lui avais remis, le prêt non autorisé, les captures d'écran du groupe de discussion, les faux cadeaux qu'il disait aux gens que j'avais offerts. Il a levé les yeux, les sourcils haussés. « Vous êtes prête à aller de l'avant » J'ai hoché la tête. Plus d'avertissement. Préparez tous les documents. Et la portée, a-t-il demandé. Eux tous. Ricky, Pamela, Darlene. Je veux que chaque nom lié à ce gâchis soit mentionné. Fraude, usurpation d'identité, coercition émotionnelle, abus financier. Il a fermé le dossier, s'est adossé à sa chaise et a dit la première chose calme que j'avais entendue depuis des semaines. Vous avez un dossier solide. Et il est en béton.
En sortant de l'immeuble, le soleil du début d'après-midi m'a frappé durement. Il était trop brillant pour l'humeur dans laquelle j'étais. Je suis resté là un moment, laissant la chaleur me piquer. Mon téléphone a vibré. Un nouveau message de Darlène, tu viens sérieusement d'assigner maman à comparaître. J'ai fixé l'écran un instant, puis j'ai éteint le téléphone sans répondre. J'ai descendu la rue et je n'ai pas regardé en arrière. 3 jours après être sorti du bureau de mon avocat, on a frappé à la porte. Je n'attendais pas de visite. Je ne l'attendais pas, elle. Addison se tenait à ma porte, sac à dos sur une épaule, ses boucles rassemblées en une queue de cheval désordonnée, un lacet traînant derrière elle. « Salut, Tati Lorraine » a-t-elle gazouillé. Maman a dit que je dormais ici ce soir. J'ai cligné des yeux. Darlène n'avait pas envoyé de message, n'avait pas appelé. Elle l'avait juste déposé à nouveau. A-t-elle dit quand elle reviendrait? Non, a dit Addison joyeusement. Elle a dit que je pouvais rester aussi longtemps que tu le voulais. Ce n'était pas la première fois que Darlène me traitait comme une garderie non rémunérée, mais cette fois-ci semblait différente, stratégique. Comme si elle savait que j'aurais moins de chances de prendre des mesures légales en gardant sa fille. J'ai laissé Addison entrer. Nous avons fait des biscuits, regardé des rediffusions du meilleur pâtissier. Elle gloussait chaque fois qu'un concurrent laissait tomber quelque chose. Pendant un instant, cela a presque semblé normal. Jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Elle a levé sa tablette en léchant une cuillère et a dit nonchalamment, « Maman a dit de ne pas te parler de l'iPad. » Ma main s'est immobilisée au-dessus du plateau de biscuits. « Que veux-tu dire ?» Elle a dit, « C'est mamie qui l'a acheté. » Mais en fait, maman l'a eu avec la carte qu'elle garde cachée, celle qu'elle a dit qui venait de toi. Mon cœur s'est arrêté. Elle a aussi dit de ne pas parler de mon nouveau téléphone, a ajouté Addison, léchant le glaçage de son doigt. Maman a dit que c'est mieux si tu penses que c'est un cadeau. Je la fixais, ce visage doux et honnête, et je sentis mon estomac se tordre. Il ne s'agissait plus d'argent. Il s'agissait de façonner une enfant à l'image des mensonges de sa mère. Cette nuit-là, quand Addison s'est endormie sur mon canapé avec des miettes sur sa chemise et la reine des neiges jouant doucement en fond sonore, je suis resté dans la cuisine, fixant le plafond. Darlène n'était pas seulement imprudente, elle réécrivait le sens du bien et du mal de sa fille. Le lendemain matin, je suis allé directement chez ma mère. Pamela a ouvert la porte, surprise de me voir. Avant qu'elle ne puisse parler, j'ai dit, « Darlène est-elle ici ?» Elle a hésité. Elle est dans la cuisine. Je suis entré sans attendre la permission. Darlène était assise au comptoir, sirotant un café comme si de rien n'était. « Je sais ce que tu as dit à Addison. » Elle n'a pas bronché. « De quoi tu parles ?» À propos de l'iPad, du téléphone, de la carte de crédit. Tu l'as forcée à me mentir. Ses yeux se sont rétrécis. Elle ne sait pas tenir sa langue, n'est-ce pas? Je me suis approché. Elle a 10 ans, Darlène. Elle n'est pas ton bouclier. Elle n'est pas ta couverture. Tu lui apprends que mentir est un moyen de survivre. Tu l'empoisonnes. Ne mêle pas ma fille à ça, a-t-elle lancé, la voix sèche et basse. C'est toi qui l'as mêlée à ça au moment où tu l'as entraînée dans ta toile de mensonges. Pamela s'est interposée entre nous, les mains levées. Les filles, ça n'aide en rien. Je me suis tourné vers elle. Ça devrait t'aider, mais tu continues à prétendre que ce n'est pas grave. Ricky est sorti du couloir, déjà sur la défensive. Tout ça va trop loin. Tu détruis cette famille pour un peu d'argent et de mauvais choix. Tu n'as pas le droit d'utiliser le mot « famille », dis-je en tremblant. Pas après ce que tu as fait avec mon nom. Pas après avoir ri de moi dans mon dos. Pas après que Darlène a instrumentalisé sa propre fille. La voix de Pamela s'est brisée. Lorraine, c'est la famille. Non, dis-je en reculant, la voix froide et stable. C'est de l'abus. Et j'ai fini de prétendre que ce n'en est pas, j'ai tendu un document à Pamela. Un autre avis. Final. Légal. Contraignant. Ceci a été déposé il y a 2 jours. Vous êtes tous les 3 nommés. Ce qui se passera ensuite n'est plus ma décision. C'est entre les mains du tribunal. Le visage de Darlène a pâli pour la première fois. Je jure, tu agis comme si on avait tué quelqu'un, a-t-elle murmuré. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. En me tournant pour partir, je l'ai regardé une dernière fois.
S'il ne t'arrête pas, dis-je, le tribunal le fera. Elle n'a pas bougé. Pamela non plus. Ricky a croisé les bras mais, pour une fois, n'a rien dit. Et en sortant dans l'air froid du matin, j'ai réalisé quelque chose de puissant, il n'avait pas eu peur de me perdre jusqu'à présent. Le calme n'est pas arrivé avec des feux d'artifice ou en grande pompe. Il n'est pas venu sous la forme d'excuses, d'une confrontation, ou même d'une dernière tentative pour me culpabiliser et me faire revenir. C'est juste arrivé, comme une lumière qui s'éteint lentement dans une pièce où je ne voulais plus être. Cela faisait 2 semaines que j'étais sorti de la maison de ma mère pour ce que je me disais, ce que je savais, être la dernière fois. Je n'avais pas emporté grand-chose, juste un sac de sport, mes documents, et ma dignité, qui jusqu'à ce moment-là avait été érodée, morceau par morceau, pendant des années. Je n'ai pas claqué la porte. Je n'ai pas regardé en arrière. Je ne leur ai pas donné la satisfaction d'une dernière dispute. Je suis simplement parti. Et puis est venu le silence. Pas paisible, pas soulageant, pas au début. C'était le genre de silence qui pèse sur votre poitrine au milieu de la nuit et demande « Et maintenant ?» Pas d'appel manqué, pas de messages vocaux empreints de cette douleur théâtrale que ma mère savait si bien feindre, pas de messages vagues de mon père prétendant ne pas savoir pourquoi j'étais contrarié. Juste l'absence. Comme s'ils avaient collectivement décidé que je n'existais plus. Je pensais être préparé à une réaction violente, un barrage d'accusations, peut-être même une visite au travail ou une lettre dans le courrier m'accusant de déchirer la famille. Je m'étais préparé au chantage émotionnel, au message larmoyant du type « Comment as-tu pu faire ça, de mes sœurs ?» Mais le silence c'était tout autre chose. Ce n'était pas seulement calme, c'était calculé. Il m'a fallu quelques jours pour le comprendre pour ce qu'il était, une punition. C'était leur façon de me montrer à quoi ressemblait la vie sans eux, leur façon de me rappeler qui avait le pouvoir. Mais ce qu'ils n'ont pas réalisé, c'est que ce silence, ce vide vaste et résonnant, ne me faisait pas mal comme ils le pensaient. Au contraire, il clarifiait les choses. Chaque soir, je rentrais du travail, j'enlevais mes talons près de la porte et j'enfilais quelque chose de doux et d'ample. J'allumais une bougie, je préparais du thé, j'ouvrais mon ordinateur portable et je vérifiais les dernières nouvelles de mon avocat. J'étais jusqu'au cou dans le désordre juridique laissé derrière moi, démêlant la toile de mensonges qu'ils avaient tissée avec mon nom sur des demandes de crédit, ma signature falsifiée sur des contrats de prêt, ma réputation financière utilisée et jetée comme un vieux reçu. C'était épuisant, mais c'était à moi. Mon combat. Mon choix. Puis un après-midi, alors que je vidais mon dossier de courriers indésirables, à moitié concentré, à moitié ennuyé, je l'ai vu. Objet, pour ce que ça vaut. De Marcy. Marcy, ma cousine, la discrète, celle qui gardait toujours les yeux baissés pendant les dîners de famille, qui n'élevait jamais la voix, qui ne faisait jamais de vagues. J'ai cliqué avant de pouvoir trop réfléchir. Lorraine, je n'attends pas de réponse, mais je veux que tu saches que tu as fait ce qu'il fallait. J'ai vu cette famille te dévorer pendant des années. Ils ne t'ont jamais vu comme une personne, juste comme une pourvoyeuse. Te voir enfin te défendre n'était pas seulement courageux, cela m'a donné la permission de repenser mon propre silence. Quoi qu'ils disent de toi maintenant, je connais la vérité. Je l'ai lu une fois, puis une autre, puis une 3e fois. Et j'ai craqué. Non pas de rage, non pas de douleur, mais du soulagement d'être vu, que quelqu'un nomme enfin la chose que je portais depuis si longtemps. J'ai pleuré comme je ne l'avais pas fait depuis des années. Pas les sanglots chauds et paniqués de quelqu'un en crise, c'était plus calme que ça, comme un lâcher-prise, comme expirer après avoir retenu son souffle trop longtemps. Quelques jours plus tard, j'ai reçu une lettre de la banque. Mon nom avait été officiellement retiré du prêt frauduleux que mon père avait contracté. Une autre lettre est arrivée le lendemain matin. Une enquête interne avait été lancée sur les comptes de Darlene ma sœur, transfert suspect, bénéficiaire en double. Le nom de ma mère apparaissait dans les notes du dossier. Omission volontaire, la Plail. Elle savait, bien sûr qu'elle savait. Et pourtant, pas un mot. Pas un appel. Pas même une tentative de se justifier. Je pensais que ce serait la partie la plus douloureuse, la trahison, la révélation, la façon dont la vérité se déroulait devant des étrangers en costume avec des presse-papiers. Mais non. Le plus dur, c'était leur absence totale de remords. Ils ne le niaient pas, ils m'ignoraient simplement, comme si c'était moi qui avais fait quelque chose d'impardonnable. Une nuit, je me suis retrouvé assis en tailleur sur le sol de mon appartement, un verre de vin à moitié vide à côté de moi,
triant de vieux albums photos que j'avais emportés mais jamais ouverts. Des instantanés de ce qui fut, anniversaire, matin de Noël, ma nièce en costume de citrouille, son sourire édenté me faisant rire malgré moi. Je ne les ai pas jetés. Je n'étais plus en colère comme ça. Mais je n'avais pas besoin de les avoir près de moi non plus. Alors je les ai glissés doucement dans une boîte, je les scellés avec du ruban adhésif et je les plaçais au fond de mon placard. Je n'effaçais pas le passé, je n'allais simplement plus le porter avec moi. Ce dimanche-là, je me suis réveillé tôt, le genre de tôt où le ciel est encore gris et où le monde n'a pas encore décidé quel genre de journée il va être. J'ai préparé du café, j'ai enroulé une couverture autour de mes épaules et je suis sorti sur mon petit porche. La brise était fraîche, les arbres se balançaient paresseusement, quelques oiseaux chantaient comme s'ils n'avaient aucun souci au monde. Et pour la première fois depuis des années, je n'ai pas senti le poids des attentes de quelqu'un d'autre. Pas de demande, pas de culpabilité, pas de corde raide à parcourir. Juste moi. J'ai pris une profonde inspiration, je l'ai laissé remplir mes poumons, et j'ai chuchoté dans le silence, on ne peut pas regretter ce qui n'a jamais été réel. Derrière moi, depuis la cuisine, mon téléphone a vibré. Un seul nouveau message vocal de Pamela. Je ne me suis pas précipité pour l'écouter. Laissez attendre. Pour une fois, ce n'était pas moi qui courais après une conclusion. 3 mois plus tard, j'étais dans un nouvel endroit. Pas seulement géographiquement, bien que techniquement j'ai traversé les frontières de l'État, mais émotionnellement, mentalement, entièrement. Eugène, en Oregon, n'était pas si différent de Boise sur le papier, temps similaire, paysage similaire, le même genre d'arbres, les mêmes ciels couverts qui laissaient présager la pluie sans jamais vraiment la livrer. Mais l'air semblait différent ici. Pas seulement plus pur, mais plus calme, comme s'il avait décidé de ne plus porter les attentes des autres. La rue où je vivais était banale de la meilleure des manières, des rangées de petites maisons, des voisins qui saluaient de la main mais ne se mêlaient pas de mes affaires, et des arbres bordant les trottoirs qui venaient de commencer à perdre leurs feuilles dorées. Je les regardais tomber depuis la fenêtre de mon appartement du 2e étage la plupart des matins, lentement et régulièrement, comme si le monde lui-même apprenait à lâcher prise. Et peut-être, d'une certaine manière, c'était le cas. Je travaillais dans un petit espace de coworking à seulement 2 pâtés de maison, rien d'extraordinaire, des murs blancs, trop de plantes, et une playlist qui alternait entre des rythmes lo-fi et des reprises acoustiques douces de chansons que personne ne voulait admettre aimer encore. Il y avait un café en face, et en 2 semaines, les baristas connaissaient déjà mon nom et ma commande, latte au lait d'avoine, sans sirop. La vie était devenue simple d'une manière que je n'aurais jamais cru permise. Mes matins n'étaient plus remplis de messages textes passifs-agressifs ou d'appels téléphoniques frénétiques, pas de courses de dernière minute pour le désordre de quelqu'un d'autre, pas de drame déguisé en obligation. Au lieu de cela, je me réveillais avec la lumière du soleil qui se glissait à travers mes rideaux. Je m'étirais. Je respirais. Je préparais le petit déjeuner lentement. Je travaillais sans crainte. Je terminais mes journées sans avoir besoin de me préparer à une embuscade émotionnelle. Mais tous les jours n'étaient pas légers. Certains matins venaient encore avec une étrange douleur creuse. Pas de panique et ces jours étaient révolus et pas de peur, exactement. C'était plus doux que ça, comme une blessure guérie se souvenant de la forme du couteau. Ce matin-là, l'air était assez froid pour que je prenne un sweatshirt. J'ai versé une 2e tasse de café, puis je suis resté immobile un instant. Le monde était silencieux, mais à l'intérieur, quelque chose s'agitait. Et c'est là que je m'en suis souvenu, le message vocal, celui que je n'avais jamais écouté. Je ne l'avais pas supprimé. Je ne l'avais pas oublié, pas vraiment. Je l'avais simplement reporté, enterré dans un tiroir avec de vieux reçus et des carnets à moitié utilisés. Mais maintenant, pour une raison quelconque, j'avais besoin de l'entendre. Pas pour trouver une conclusion, juste pour arrêter de me demander. Je me suis assise sur le bord du lit, la tasse en céramique réchauffant mes doigts, et j'ai déverrouillé mon téléphone. Il était là, enterré sous des messages plus récents de services publics et de newsletters que je ne lisais jamais. J'ai appuyé sur lecture. La voix de Pamela est sortie, calme, hésitante, comme si elle ne se faisait pas confiance pour dire ce qu'elle devait dire. Lorraine, je ne savais pas que ça irait aussi loin. Nous n'avons jamais voulu te faire de mal. Nous avons toujours supposé que tu serais là. Tu l'as toujours été. Une pause. Pas longue, juste assez d'espace pour que je réalise qu'elle n'appelait pas pour s'excuser. Ta sœur ne va pas bien. Tout ça a été difficile. Ne pouvons-nous pas simplement arrêter tout ça?
Voilà. Pas de remords, pas même de reconnaissance. Juste une douce poussée vers le silence, vers la prétention. Je n'ai pas hésité. J'ai appuyé sur supprimer. Le son que cela a produit, un seul clic net, était plus satisfaisant que ce à quoi je m'attendais. Comme fermer une porte. Comme la verrouiller. Comme choisir enfin de ne pas laisser quelqu'un revenir. Plus tard cette semaine-là, une enveloppe blanche ordinaire est apparue dans ma boîte aux lettres. Pas d'adresse de retour. L'écriture sur le devant était soignée, prudente, pas familière. À l'intérieur, un chèque de 1200 $ et une petite note pliée. Je sais que nous n'avons jamais beaucoup parlé, mais j'ai vu ce qui s'est passé. Tu t'es défendu quand le reste d'entre nous s'est tu. Il y a des années, tu as payé pour des choses que mon frère aurait dû gérer. Je n'ai jamais dit merci. Alors voici une partie, en retard. Tu as été courageuse. Kelly, la sœur de l'ex-mari de Darlene. J'ai tenu le chèque entre mes doigts, stupéfaite. Pas par l'argent, bien que ce fût généreux, mais par le mot « courageuse ». Personne dans ma famille n'avait jamais utilisé ce mot à mon sujet. J'étais toujours responsable, fiable, égoïste quand j'arrêtais d'être ces choses. Mais, courageuse, cela ressemblait à la vérité trouvant enfin sa voie. Je n'ai pas encaissé le chèque tout de suite. Je l'ai laissé sur le rebord de la fenêtre au-dessus de mon évier de cuisine, où le soleil pouvait faire pâlir l'encre un peu plus chaque jour. Il ne s'agissait pas de l'argent. Il s'agissait du fait que quelqu'un avait vu le prix que j'avais payé et l'avait reconnu. Cette nuit-là, je me suis assise à mon bureau avec une feuille de papier blanche. Pas en tapant, pas en envoyant de message, juste un stylo et la page. Je ne l'ai adressée à personne, ni à ma mère, ni à Pamela, ni même à Kelly. Je l'ai écrite pour moi-même. Tu ne dois le silence à personne qui te fait du mal. Pas même s'il partage ton nom de famille. Pas même s'ils t'ont un jour bordé la nuit. Tu as tout à fait le droit de partir. Tu n'es pas une méchante pour protéger ta paix. J'ai plié la lettre soigneusement et je l'ai placée dans le tiroir de ma table de chevet. Pas comme un souvenir, comme un rappel. Plus tard, je suis sorti sur mon petit balcon avec une tasse de thé. Le ciel prenait cette teinte lavande profonde juste avant de céder à la nuit, le genre de crépuscule qui rend tout possible. Je suis resté là, enveloppé dans un pull, la vapeur montant en spirale paresseuse de ma tasse. Pas de bruit, pas de tension, pas besoin de m'expliquer. Juste l'immobilité. J'ai siroté lentement, laissant la chaleur s'installer dans ma poitrine. Pas de regret, pas de vengeance. Juste une libération. Et puis, alors que les toits se fondaient en silhouette et que la dernière lumière s'enfonçait sous les arbres, j'ai chuchoté quelque chose que je n'avais pas osé dire à voix haute, pas avant maintenant. Je n'ai pas perdu une famille. J'ai perdu une cage. Et alors que je regardais la brise se mouvoir à travers les arbres comme une marée silencieuse, j'ai laissé le dernier fil de culpabilité se dénouer et disparaître dans le vent. Certaines personnes pensent que la famille, c'est pour toujours. J'y croyais aussi. Mais voici ce que j'ai appris, être apparenté ne donne à personne le droit de vous faire du mal. L'amour sans respect n'est que du contrôle enveloppé de culpabilité. Et le silence, aussi noble qu'il puisse paraître au début, ne fait qu'enseigner aux autres jusqu'où ils peuvent vous pousser. Je ne suis pas parti parce que j'ai cessé de les aimer. Je suis parti parce que j'ai commencé à m'aimer davantage. À tous ceux qui regardent et qui se sont déjà sentis comme un paillasson pour leur famille ou à qui on a dit d'eux, laissez tomber, vous n'avez pas tort de tracer une ligne. Les limites ne sont pas une trahison, elles sont une question de survie. Et si cette histoire a touché quelque chose en vous, peut-être un souvenir, peut-être une blessure, je veux que vous sachiez ceci, vous avez le droit de protéger votre paix. Vous avez le droit de vous choisir, même si cela signifie marcher seul pendant un certain temps. C'est mieux que de marcher blessé pour toujours. Maintenant, laissez-moi vous poser une vraie question, avez-vous déjà dû choisir la paix plutôt que la famille? Croyez-vous que la loyauté a des limites? J'adorerais connaître vos pensées. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi d'où vous regardez. Et si cette histoire vous a touché, même un tout petit peu, mettez un dans les commentaires pour que je sache que vous l'avez ressenti aussi. Et, si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, plus de moments qui vous font réfléchir, ressentir, et peut-être même guérir un peu, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer la prochaine.